Pour le même projet d'aménagement, il faut 2 ans à Pékin. Le droit du travail est un peu différent, je vous l'accorde. Il faut 4 ans à Moscou. Il se peut que les conditions financières soient elles aussi différentes. Il faut 6 ans à Londres. Ça, c'est déjà plus problématique. Il faut 12 ans à Paris. Et ça, c'est pas normal. Et donc, je sais l'instruction que j'ai reçue de ce point de vue-là. C'est l'urbanisme de projet qui va nous permettre de passer du séquentiel, du processif, de la procédure à un monde, à des méthodes plus parallélisées. Le mode projet et le partenariat, c'est notre première innovation à nous, les aménageurs publics. Je donnerai, pour terminer, des contre-exemples. Il faut toujours savoir balayer devant sa porte. L'ex-AFTRP, devenu Grand Paris Aménagement, est titré, comme on dit, sur l'emprise foncière du fort d'Aubervilliers depuis 1969. Il n'y aura jamais autant de logements qu'il n'y a eu de projets sur cette emprise foncière. Je me fais fort que ce Tènement devienne un grand projet dans les années qui viennent. Et je sais qu'à Plaine Commune et à Aubervilliers, on partage cette approche et on le fera ensemble. Et puis, je ne veux jeter la pierre à personne, mais pour marquer l'idée que le porteur de projet doit de plus en plus avoir la responsabilité et le pouvoir dans notre Grand Paris, je dirais simplement la chose suivante. En parlant de la Samaritaine, faire attendre 10 ans, et 3 juridictions différentes, un investisseur, pour au final essayer de juger, si le juge le peut, ce qu'il en est de la dissonance architecturale d'un projet par rapport à un PLU, c'est pas comme ça qu'on construira le Grand Paris. Il faut combien de temps pour une opération chez vous? Est-ce qu'on parle de temps tout le temps? Ah, ça, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que dans les grandes opérations, l'habitude des promoteurs, c'était de procéder par tranches, notamment des tranches commerciales. On lançait une centaine de logements, parfois 150, courageusement. Puis on attendait que ça soit placé un peu aux investisseurs, un peu aux acheteurs, utilisateurs. On en vendait un petit peu en bloc, timidement, à des caisses de retraite. Bon. Et puis ensuite, on attaquait la deuxième tranche et on attaquait la troisième tranche. Et donc, ce qui est nouveau, c'est qu'un certain nombre d'opérateurs, dont nous faisons partie, ont aujourd'hui la capacité de lancer la totalité d'un chantier de la taille de ceux que j'évoquais en une seule fois. Pourquoi? En ce qui nous concerne, toute la partie commerce de pieds d'immeubles ou galeries commerciales, nous sommes investisseurs. Donc, on est investisseurs dans les commerces qu'on produit. En ce qui concerne les logements et les bureaux, on a une politique très active de vente en bloc, et donc nous mélangeons la vente en bloc à des partenaires comme Gessina, puisque Bernard Michel parlait tout à l'heure, de vente en bloc et de vente au détail. Et du coup, on parvient assez bien, bon, les logements sociaux, bien sûr, on les vend en bloc aux bailleurs sociaux, et donc on parvient assez bien à réaliser toutes ces opérations d'une seule fois. Alors je vais prendre un exemple, qui est le nouveau quartier de Massy. Massy, c'est à 12 km au sud de Paris. Et ce quartier s'appelle Place du Grand Ouest, il représente 800 logements, et puis il y a 7000 m² de commerce et toute une série d'équipements, on va en parler tout à l'heure. Nous avons lancé le chantier l'an dernier, en totalité, et nous allons le livrer dans 18 mois, c'est-à-dire au deuxième semestre de 2017, la totalité du cœur de ville de Massy, qui s'appelle la Place du Grand Ouest, sera livrée et fait donc en moins de 3 ans. Et le travail d'aménagement au préalable, il a dû durer à peu près 2 ans et quelques. Donc ça aurait été une opération qui rentre dans votre délai, 12 ans divisé par 2. Alors, on s'est rendu compte qu'en matière d'immobilier, depuis qu'il y a le projet du Grand Paris, qui est un attracteur formidable, les étrangers comprennent très bien toute la dynamique qui a été enclenchée et toutes les opportunités autour, qu'en fait, on communiquait comme au Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'on arrivait avec nos plaquettes, on arrivait avec nos PowerPoint, on arrivait chacun à vendre son projet, très bien d'ailleurs, de grands professionnels, et qu'il fallait qu'on ait un outil qui soit digne de Paris, de la ville lumière, de l'innovation, de tout ce dont on a parlé ce matin, c'est-à-dire qu'on communique comme les autres savent communiquer et qu'on ait quelque chose qui soit à la fois valorisant pour les projets, qui fasse rêver et qui nous projette donc dans des calendriers qui peuvent sembler lointains, mais qui, si on les voit en version 3D, nous paraissent déjà plus prépochés, plus séduisants. Et donc, on a été chercher une start-up qui est labellisée French Tech, qui est jeune, dynamique, très performante. Vous verrez qu'il fait des choses très belles. Et nous avons décidé d'offrir à la communauté, c'est-à-dire qu'en fait, vous savez que Paris-Île-de-France travaille pour l'intérêt général, d'offrir à la communauté, donc de le mettre à disposition à ceux qui ont besoin de communiquer à l'étranger, à commencer par Thierry Lajoie,
que ce soit au MIPIM, que ce soit devant le Fonds souverain, que ce soit lors de notre show, un outil où il y ait les grands projets structurants, parce qu'on ne vend pas 10 000 m² ou 5 000 m², on parle de grands projets structurants. Et donc, on a une vitrine 3D des grands projets. Aujourd'hui, il est force de constater qu'il existe une véritable compétition entre les différentes cités internationales afin de savoir laquelle aura le plus les faveurs des investisseurs étrangers. Paris n'est pas en reste, et sa région, puisqu'il dispose de nombreux atouts économiques et géographiques qui en font une destination privilégiée pour les acteurs internationaux. Ainsi, quand nous avons réfléchi à quel type d'outils, quels sont les objectifs avec les équipes de Paris, Île-de-France, Capitale économique auxquels doivent répondre la plateforme, nous en avons identifié 3. Le premier objectif est de faire comprendre le Grand Paris à des acteurs étrangers qui ne le connaissent pas. Le deuxième objectif est de recenser la plus grande diversité de programmes immobiliers structurants, leur permettant d'avoir le choix et de montrer le dynamisme du Grand Paris et de la région. Et le troisième objectif est de conférer à tous ces programmes une visibilité internationale en permettant aux acteurs internationaux d'accéder à des maquettes numériques, quelle que soit leur situation géographique et quelle que soit la typologie du matériel informatique dont ils ont à leur disposition. Ainsi donc, pour la lisibilité du Grand Paris, nous avons structuré une cartographie simple mais efficace qui présente autour des moyens de transport existants et futurs les zones d'investissement ainsi que les programmes immobiliers qui les composent. Ainsi donc, à l'exemple de Paris La Défense, donc nous avons ici la vision régionale. Ensuite, nous avons une vision du cluster présentant les différents programmes qui le composent. Non. L'autre clic. Merci. Voilà. Avec l'indice de population, la surface, le nombre de programmes et leur typologie qui y sont recensés. Et enfin, en accédant au cluster, nous avons la liste des projets qui y sont présentés. Par exemple, le bâtiment l'écoquartier de Cœur de Nanterre, avec une fiche pour chacun des programmes présentant les informations essentielles et des contenus tels que des photos, des vidéos et une visite 3D qui présente le futur du programme. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe ici? C'est que quel que soit dans le domaine de la 3D, pour rendre les maquettes esthétiques, interactives et surtout les rendre disponibles sur Internet, il faut des serveurs à haute puissance de calcul, qui est l'un de nos expertises aujourd'hui, qui est reconnu internationalement, et donc qui va prendre en charge tous les calculs 3D, non plus du côté du matériel de l'utilisateur, parce que ça c'est l'inconnu qu'on ne peut pas maîtriser, mais du côté du serveur à haute puissance de calcul que nous déployons. Ainsi donc, les utilisateurs vont pouvoir accéder à une maquette 3D, comme ici présentée, de 400 000 m², 9 bâtiments, et au sein de laquelle ils vont pouvoir se promener, visiter et découvrir le futur. C'est véritablement un outil de projection, de simulation à des buts esthétiques immersifs. On voulait également souligner, et ça a été notamment beaucoup évoqué pendant les premières réunions ce matin, qu'on est également un enfant finalement de l'économie collaborative. C'est-à-dire que l'outil qu'on vous présente aujourd'hui, on l'a réalisé avec des instituts de recherche français, on l'a réalisé avec d'autres startups françaises, on l'a réalisé également avec des grands groupes, des promoteurs immobiliers, mais également des grands groupes français, mais également des grands groupes américains. Et on voulait souligner finalement que la maquette 3D qui va mettre en valeur les projets du Grand Paris, elle ne sera véritablement efficace que si elle est collaborative. Collaborative, effectivement, ça a été évoqué entre les différents instituts publics, entre évidemment les sociétés privées, mais également entre les différentes startups dans la 3D. On sait qu'il y a eu également d'autres initiatives en termes de mise en valeur finalement du Grand Paris en 3D, et c'est à travers la collaboration avec ces différentes initiatives qu'on arrivera à faire une maquette particulièrement efficace. On a également une vision de ce que doit être cette maquette. L'objectif premier, c'est évidemment la promotion du Grand Paris, mais une fois que le Grand Paris sera réalisé, cette maquette, elle pourra également servir pour finalement la phase d'exploitation du Grand Paris. Typiquement, dans l'économie collaborative, nous on travaille avec des startups qui sont dans le big data, donc qui récupèrent l'ensemble des informations qui sont issues des capteurs, donc les capteurs de consommation électrique, de qualité de l'air, et on est capable sur ces maquettes-là, en 3D, d'afficher l'ensemble de ces données qui proviennent de ces capteurs. Donc, c'est également préparer l'avenir du Grand Paris à travers cette maquette-là qui pourra également servir pendant la phase d'exploitation.
Et pour vous dire, c'est également cette maquette du Grand Paris, elle va nous permettre de consolider finalement un savoir-faire français dans la 3D qui est mondialement reconnu. Et Cédric le mentionnait tout à l'heure, on était à Hong Kong en novembre dernier. On a rencontré la personne qui était en charge du développement de la ville de Hong Kong. Et typiquement, ils n'ont pas du tout ce type d'outils. Donc c'est un savoir-faire français qui va être promu à l'étranger voilà, auprès d'investisseurs, mais ça fera également la promotion des technologies françaises et du savoir-faire, de la French Tech comme on la connaît. Donc la technologie 3D qu'on a fait avec nos amis de Realis 3D permet aux utilisateurs futurs, éventuellement à l'investisseur si on décide de vendre le bâtiment, d'avoir une meilleure appréhension de l'objet concret. Là où on est allé un petit peu plus loin, je ne sais pas si on va le voir à l'écran, c'est qu'on a, au-delà de visites 3D qui sont déjà assez vues, assez classiques, on y a rajouté un outil de configuration de l'espace accessible en ligne où n'importe quel utilisateur peut, je ne sais pas si on va le voir, peut programmer sur un plateau de bureau ses exigences d'aménagement en termes de densité, de nombre de bureaux cloisonnés, de nombre de bureaux ouverts. On a un certain nombre de paramètres qui sont en train d'être programmés à l'écran. Et d'un clic, on voit arriver un plan d'étage aménagé en 3D dans lequel on peut se promener. Permet à un directeur général de simuler son bureau de 80 mètres carrés tout seul derrière son écran et d'amener le plan au responsable du projet. Virtuel 3D, c'est bien, mais chacun voudra avoir un petit bout de maquette sur son bureau pour son service, faire joujou avec les éléments et positionner les bureaux. Et c'est vrai que ce sont des accélérateurs de commercialisation qui sont extrêmement puissants. Donc voilà, pour ICA, nous on a fait ça. On a une petite dizaine de projets qui sont en cours d'étude pour mettre ce genre de technologie. Alors avec, encore une fois, nos amis de Realis 3D ou l'autre acteur qui est assez actif dans le domaine dont on peut parler. Mais je crois que dès le moment où il faut c'est-à-dire de vendre le Grand Paris, de mettre tous les projets, vraiment il faut que les gens qui sont en charge de ça trouvent un moyen de se mettre d'accord pour qu'il n'y ait qu'un seul outil, une seule carte numérique avec l'ensemble des projets. Je crois que toute la profession en profiterait très largement. Moi, je suis très sensible à ce que dit Olivier Vignol. Moi, je ne suis pas française, mais depuis 1985, je me suis toujours retrouvée à travers le monde où il y avait des entreprises françaises qui se faisaient concurrence sur le même projet. Et je ne voudrais vraiment pas que là, on se retrouve là, alors qu'on essaie de faire quelque chose qui fait progresser l'image du Grand Paris, qui fait progresser à la fois notre technologie, mais aussi attirer plus d'investisseurs, qu'on soit en compétition. Alors, juste une chose, en fait, on a 3 publics différents. On a un public qui est celui des investisseurs internationaux, pour lesquels il faut des grands projets structurants d'une grande taille. Je parle des fonds souverains, des grandes familles, des investisseurs institutionnels. Donc, ce n'est pas les 10 000 mètres carrés, il faut vraiment des projets structurés et qu'on peut le faire qu'avec les aménageurs et les territoires, et évidemment la bénédiction des pouvoirs publics. Donc, c'est ça qui est notre vocation, c'est que quand on va à l'étranger, proposer quelques grands projets qui après peuvent en entraîner derrière d'autres. Moi, je dis toujours, quand le préfet parent vient vendre la Défense, ça ne veut pas dire que l'immobilier ne verra qu'à la Défense. On attire l'attention sur le fait qu'il y a des occasions à Paris et en Île-de-France. Il y a un deuxième sujet qui est celui de la Société du Grand Paris, qui est en train de faire un outil qui est plutôt pour voir sur une ligne spécifique d'ailleurs, et c'est très bien fait, c'est un outil à destination des élus, pour leur dire voilà qu'est-ce qui peut être l'aménagement autour des gares. Donc voilà comment on peut construire. Et c'est très important pour vous, parce que vous êtes bien entendu. Et puis il y a un troisième public, qui est celui qui est pour le vote au quotidien, les utilisateurs. Donc ce n'est pas forcément le même outil. Moi, par exemple, très honnêtement, celui qui est actuellement en cours par la Société de Paris, je ne peux pas l'utiliser pour les investisseurs internationaux. Il n'est pas adapté, il est trop franco-francilien. Il est trop compliqué. On ne sait pas où on va. Pour eux, il faut vous dire, il y a la Tour Eiffel au milieu et puis il y a des grands pôles autour. C'est très difficile pour eux de voir ces serpents loups. Voilà. Donc, je dis juste ça. Par contre, là où vous avez raison, on ne va pas solliciter les acteurs privés. Chacun, alors nous, on le fait gratuitement, on le fait pour l'intérêt général, mais on ne va pas solliciter chacun c'est votre temps et demander à chacun une modélisation. Donc, on essaie de travailler en bonne intelligence avec l'autre entreprise qui travaille avec le Société de Paris et peut-être celle qui travaille avec la région sur un jeu ludique que vous connaissez, et pour essayer de faire en sorte qu'on utilise au moins toutes les données qui sont utiles à tout le monde. Alors, j'espère qu'on y arrivera. Ça fait partie des enjeux de Paris-Île-de-France Capital Économique qui veut faire travailler le public, les privés et les acteurs entre eux. Une fois de plus,
pour la bonne cause, pour l'attractivité de l'Île-de-France. Donc, Europa City, c'est un concept, c'est aujourd'hui le nom d'un projet, mais c'est avant tout un concept qui vise à se poser la question qu'est-ce qui fera l'attractivité des lieux physiques dans 10 ans. Et aujourd'hui, la compétition, on en a parlé beaucoup ce matin sur l'innovation, ce n'est pas la compétition des lieux physiques entre eux, c'est la compétition entre le monde virtuel, le monde numérique et le monde physique. Et aujourd'hui, sur votre smartphone, vous pouvez en quelques secondes apprendre, échanger, vous divertir, acheter. Eh bien, pour que le monde physique soit aussi attractif que le monde virtuel, eh bien, c'est proposé dans un développement circonscrit, en tout cas à taille humaine, eh bien, la multiplicité des expériences que propose aujourd'hui le monde virtuel, avec un environnement librement accessible, un grand parc urbain, et donc des objectifs aussi environnementaux élevés, même s'ils sont parfois critiqués, et une rue, une ville ouverte, une ville sans habitants, puisque la spécificité du triangle de Gonesse, c'est que la possibilité de construire des logements n'y est pas proposé par le droit de l'urbanisme, et donc avec de grands équipements de loisirs. Vous voyez ici notamment le parc aquatique, qui sera le plus grand parc aquatique couvert de France, qui fonctionnera en synergie thermique avec le parc des neiges que nous allons voir juste après. Donc de grands équipements de loisirs qui génèrent aussi de nouvelles attractivités, parce que auparavant on voulait posséder des choses, et demain eh bien, on va vouloir en vivre. Et donc on voit ce lieu de balade, de flânerie, qui en fait un équipement, avant tout un équipement touristique. Et la comparaison avec Disney que vous avez faite a ses limites, mais elle a aussi son sens, parce que c'est avant tout un grand équipement de loisirs et un grand équipement touristique, avec cette vue imprenable sur Paris que vous voyez sur les images. Et là, c'est limite parce que justement, il y a maintenant de nouveaux usages. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout il y a 30 ans. Il y a de nouveaux usages de la culture, des loisirs, des commerces, cette des mixité logements. dont on parle exactement, on voit notamment 50 000 m² de surface culturelle, c'est l'équivalent de Beaubourg, le Beaubourg à Gonesse. Vous pouvez imaginer, on voit le roller coaster du parc à thème. Et comme ce lieu va pouvoir vivre avec une amplitude horaire beaucoup plus forte qu'une ville, puisqu'il n'y a pas d'habitants, aussi un certain nombre d'activités nocturnes, et donc des spectacles, des salles de spectacle. Et ça, l'objectif est que ce soit aussi pour le Grand Paris, dans l'attractivité de cette compétition des villes-mondes, eh bien, de doter notre métropole eh bien, aussi d'outils qui permettent de la faire rentrer véritablement dans le siècle qui s'annonce. Et l'ouverture est programmée en 2024 avec l'ouverture de la station de métro et la gare de métro du triangle de Gonesse, avec un développement, comme je le disais, c'est aussi important parce qu'il y a certes Europa City dans le triangle de Gonesse, il y a un quartier d'affaires qui est développé par le PA Pleine de France aujourd'hui, par Grand Paris Aménagement Demain, qui a aussi son développement à construire, cette visibilité, et Europa City peut être un outil, un acteur en tout cas de l'attractivité de ce territoire. Il l'est certainement. D'ailleurs, il y a Philippe Yvain qui revient. Oui. Vous n'aurez jamais choisi cet emplacement s'il n'y avait pas eu le Grand Paris Express. Bien sûr, ça a été dit plusieurs fois tout au long de cette matinée et de cette journée. C'est un squelette sur lequel se développe le corps vivant. Et donc, les opérateurs, les investisseurs, les promoteurs ici ne peuvent construire ce corps vivant qu'autour de ce squelette. En tout cas, c'est une formidable opportunité d'investissement. Et ça va complètement modifier la vision de cette région capitale, et lui donner des opportunités d'investissement et de modification de la vie quotidienne des gens.